Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 27 octobre 2023. Une édition pleine d'informations. On va revenir d'ailleurs sur la première année d'Elon Musk à la barre de Twitter X avec Jérôme Colombin. On va parler de la grande consultation du gouvernement québécois concernant l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec avec Luc Sirois, l'innovateur en chef. On va parler d'un nouveau programme d'aide de la SODEC pour les producteurs de création numérique. On parle d'un tout nouveau banc d'essai pour les communications quantiques qui est lancé chez nous. Et finalement, on va aussi parler avec quelqu'un du réseau des CCTT pour parler de ce trésor de connaissances pour les entreprises québécoises. Pierre Tocci de Novipro est de passage pour nous parler du podcast Posté, justement de Novipro. Et cette semaine, on parle avec lui de solutions pour gérer les mises à jour des systèmes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le réseau des CCTT et également Novipro d'encourager la production de Mon Carnet cette semaine. C'est vraiment très apprécié. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là. Il y a ma collègue Catherine Dupont-Gagnon qui va traiter de la désinformation en ligne qui est un risque de cybersécurité. Thierry Weber nous parle de robots conversationnels qui viennent à la rescousse des touristes en Suisse. Et puis, Stéphane Ricoul revient sur l'importance de la gestion du changement. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation particulière à 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations à Hugo Sénécal, Marie-Astrid Duban, Roger Léger, Anna-Maria Palaccio et Clément David. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Une nouvelle étude de NordVPN s'intéresse à la lecture des conditions d'utilisation des services en ligne. J'avoue que c'est assez inusité comme sujet. Selon cette étude, lire les politiques de confidentialité des sites web fréquemment visités coûterait aux Canadiens 42 heures par mois. Et au passage, on a la confirmation avec cette étude-là qu'un Canadien sur 3 ne consulte toujours pas ces politiques, malgré leur importance. Les réseaux sociaux de Meta ont les politiques les plus longues, tandis que Zoom et Netflix seraient dans les moins longues à lire. Mais c'est en Europe qu'on retrouve les politiques d'utilisation les plus longues, à cause notamment des réglementations comme le RGPD ou plus récemment le DSA. Et quand on parle de longueur, voici des exemples. La politique de confidentialité des plateformes de médias sociaux de Meta, pensez à Facebook ou Instagram, elle est écrite avec 19 434 mots et sa lecture prend environ 82 minutes. En comparaison, celle de Twitter, maintenant X, prend uniquement 17 minutes. Microsoft a annoncé cette semaine de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Microsoft Teams Premium. Nouvellement équipé de l'intelligence artificielle, le système de vidéoconférence va vraiment transformer les réunions en ligne. Les nouveautés incluent une prise en charge de la traduction en temps réel et des récapitulatifs intelligents permettant à plus d'utilisateurs de suivre des réunions dans leur propre langue maternelle. De plus, l'intelligence artificielle va générer des notes et des tâches pour que l'attention reste sur la réunion et non pas sur la prise de notes. Les résumés intelligents devraient également contribuer à économiser du temps. Le système de Microsoft Teams Premium va offrir des transcriptions en direct traduites et des analyses de l'engagement permettant de leur côté aux organisateurs de mieux comprendre les interactions lors de la rencontre par les participants et puis optimiser les prochaines réunions. Aux États-Unis, alors que le Sénat américain se prépare à accueillir son deuxième forum sur l'intelligence artificielle mardi prochain, une fronde se lève dans les rangs des travailleurs du secteur. Il y a une lettre ouverte adressée à Chuck Schumer, qui est le leader de la majorité sénatoriale, qui réclame la mise en place de protections pour les travailleurs de la donnée
aux États-Unis. Le document mentionne ou même alerte sur les risques d'un avenir où l'intelligence artificielle sera incontournable et où le pouvoir ultime sera entre les mains des gens qui contrôleront ces outils. On parle d'un monde dominé par la surveillance et les bas salaires pour ceux qui sont en première ligne là, et qui s'assurent de nourrir les bêtes et de faire fonctionner ces bêtes d'intelligence artificielle et les algorithmes qui vont avec. La lettre précise que ces travailleurs jouent un rôle souvent invisible, mais crucial dans les avancées de l'IA. Elle appelle à de nouvelles politiques économiques et droits du travail pour prévenir l'exploitation de ces gens qui travaillent dans l'ombre. Autre information en provenance des États-Unis, c'est du côté de Meta. Il y a la maison mère de Facebook et Instagram qui est poursuivie par les procureurs généraux de 42 États américains. Les États les accusent de nuire à la santé mentale et physique des jeunes. C'est pas nouveau, hein? Instagram avait été pris à l'occasion à partie là-dessus. Mais là, selon les plaintes qui ont été logées par 42 États américains, Meta a utilisé des technologies pour piéger les jeunes dans un cycle addictif ou de dépendance causant des problèmes tels que la dépression et l'anxiété. Les poursuites soulignent également que Meta n'a pas respecté la loi interdisant la collecte de données personnelles des enfants de moins de 13 ans. Ces poursuites, c'est un peu le résultat des révélations de Frances Haugen, ancien employé de Facebook, qui avait critiqué la société pour avoir privilégié des profits plutôt que le bien de ses utilisateurs. Et je termine ce regard sur l'actualité avec une dernière information qui vient des États-Unis et qui concerne les taxis autonomes. La Californie a temporairement retiré à Cruise, ça c'est la filiale de General Motors, l'autorisation de faire circuler ces taxis autonomes à la suite d'incidents de sécurité. Il y a un accident en octobre dernier qui a particulièrement attiré l'attention des autorités alors qu'il y a une piétonne qui a été heurtée. Et l'enquête a révélé que Cruise avait omis une partie cruciale de la vidéo de l'accident, tentant évidemment d'obstruer l'enquête. Alors que Cruise travaille à améliorer sa technologie, de l'autre côté, il y a Waymo, un concurrent toujours à San Francisco, qui pourra en profiter pour renforcer sa présence dans la ville. Et d'ailleurs, parlant de Waymo, il y a Uber qui commence à ajouter les véhicules de Waymo qui est une filiale de Google, à son application. Le déploiement commencera dans l'application dans la région métropolitaine de Phoenix, mais ça sera par la suite offert aux utilisateurs de Uber à San Francisco, Los Angeles et puis finalement à Austin au Texas. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine. Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno Guglielminetti. Hey Jérôme, quand même, 27 octobre 2023, qu'est-ce que c'est? Ça fait un an que Elon Musk a mis la main sur ce qu'à l'époque on appelait Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Ça a passé vite quand même cette dernière année, avec énormément de surprises aussi. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que on a l'impression que c'est presque une nouvelle naissance et une nouvelle existence pour Twitter. Mais dans la douleur. Mais dans la douleur, quelle année difficile. Et effectivement, il y a eu des pots cassés, comme on dit. Tu sais qu'ici en France, ça fait même grincer des dents à l'occasion de ce 27 octobre, de ce 1 an de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Il y a même un appel au boycott. Il y avait un appel au boycott le vendredi 27. Bon, voilà, avec un hashtag No Tweet Today, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, No Tweet Today. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, il s'est passé plein de trucs, du mauvais, mais moi j'ai envie de dire aussi un petit peu du bon quand même. Je suis content de t'entendre dire ça parce que autant je suis déçu de ce que Twitter est devenu, autant j'ai de l'espoir dans ce que X est en train de devenir. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais, parce que tu vois, je regardais l'état des choses. Bon, si on regarde Twitter, c'est affreux, hein. C'est moins de travailleurs, ils sont passés de 7005 à 1005, moins d'utilisateurs parce que si on compare septembre dernier à il y a 1 an, c'est 13% de moins d'utilisateurs qui se branchent à tous les jours. Moins de revenus, moins de chiffre d'affaires. Oui.
Oui, mais quand même, il a réussi à convaincre, je pense que les chiffres, là, ça se promène entre 900 et 1,2 million d'utilisateurs à payer le $8 par mois. Donc, c'est une transition, ça se fait avec énormément de douleur, mais si on regarde le point que semble vouloir atteindre Elon Musk, ben on est en route vers quelque chose. Juste cette semaine, il y a eu le commencement du déploiement du service d'appel audio et ou vidéo sur Twitter. Ben là, on est vraiment vers quelque chose. Quand on sait que il est en train, ben là, d'abord aux États-Unis, puis probablement on le souhaite par la suite à travers le monde, mais s'entendre avec les autorités locales pour accepter le paiement, pour que X devienne une plateforme de paiement, comme WeChat l'est depuis longtemps. Oui. Ce que Meta n'a jamais réussi à faire, c'est pas rien, là. Il y a énormément d'accomplissements, mais quelle douleur, quelle histoire pour arriver à ça. Ben ouais, mais voilà, tu as raison de pointer tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait, puisque moi je suis persuadé depuis longtemps que le Twitter d'aujourd'hui ou le X d'aujourd'hui n'est pas du tout le X de demain, hein, il s'en est pas caché, Elon Musk. Et c'est vrai que, et en plus, j'irais même plus loin, au moment où il a repris Twitter, je pense que Twitter allait dans le mur, en fait. Il se passait rien sur Twitter, ça n'évoluait pas. Ok, il a licencié du monde, mais on sait que c'était devenu un peu, il y avait du gras, hein, on va dire, pour parler violemment. Alors, il a licencié une bonne partie des personnels, chercher de la modération, ça c'est un problème, mais il y avait aussi très certainement une mauvaise gestion, notamment une mauvaise gestion des ressources et du personnel. Après, j'aimerais t'entendre sur quelque chose, parce que ici en France, Twitter aujourd'hui, c'est vrai que c'est perçu comme quelque chose qui est passé du côté obscur de la force, hein, c'est le repère des complotistes, des harceleurs, des haineux, de la désinformation, etc. D'où l'opération de boycott dont je parlais. Mais il y a aussi une espèce de bashing anti-Elon Musk. Hein. Elon Musk, dans les médias, est de plus en plus présenté comme quelqu'un qui fascine, mais qui est aussi dégueulasse, etc. Voilà, donc c'est un personnage un peu noirci. Est-ce que c'est la même chose chez vous, à Montréal, au Canada ? Probablement un peu moins, mais tout de même, ça demeure le vilain de l'histoire. Et quand on regarde tous les réseaux sociaux, il représente vraiment le mal, probablement de par sa démarche, parce que à quelque part, ce sont les médias, et c'est bizarre, parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus Meta qu'à malmener les médias, de par sa réaction à la loi C-18. Là, oui, vous avez un gros conflit en cours, là. Oui, il a tout simplement fait disparaître les médias de la carte, tandis que les médias, ils sont toujours présents sur X, sauf que ça reste que Elon Musk demeure le grand vilain de l'histoire. Ouais. Et moi, j'ai hâte de voir si... Là, officiellement, cette semaine, je me souviens plus dans quel cadre, il y a la grande patronne de Radio-Canada, CBC, qui a dit que Radio-Canada, CBC allait pas être plus actif que par le passé sur X. Ils s'en vont pas, mais ils vont pas mettre plus d'efforts, ils sont en train de regarder ailleurs. Et c'est quand même un gros joueur dans l'information ça, au pays. Alors je me dis, à quoi ça va ressembler? Sauf que pour revenir sur le point que tu soulevais, oui, c'est une machine à désinformation, mais de l'autre côté, il reste encore des irréductibles et ça demeure un canal. Ben, particulièrement dans notre domaine de la tech, un canal important d'information. Incontournable. Et c'est ça. Puis il y a des gens comme toi et moi, on pourrait difficilement vivre sans ça, parce que c'est vraiment là-dessus maintenant que tous les boîtes envoient leur communiqué de presse, même souvent avant qu'on les revoie par courriel. C'est pas rien, là. Oui, mais tout le monde et les médias sont dans une position ambivalente, parce que d'un côté, ils voudraient partir, hein, ou ils font mine de partir, ou ils menacent de partir, d'aller sur Blue Sky, etc. Mais en réalité, ils ne peuvent pas partir, et parce que c'est comme tu le dis, un canal trop important, et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui est important. Ben, c'est ça, hein. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, d'un autre côté, si X se transforme en super app à la WeChat, ce sera plus forcément une agora comme ça l'est aujourd'hui. Du coup, là, ça aura sans doute moins d'intérêt, y compris pour les médias. Et là, peut-être, les concurrents type Blue Sky pourront tirer leur épingle du jeu et ça aura un sens de partir. Mais pour l'instant, ok, il y a un côté un peu crade qui, à mon avis, en plus, on l'oublie, peut être contourné, tout simplement. Moi, j'ai fait un édito sur le fil de mon podcast Monde Numérique pour expliquer que, d'accord, c'est pas bien tout ça, mais attention, il y a un truc très simple, hein, sur votre application. Au lieu de passer votre temps
allant sur l'onglet pour vous qui recommande tout et n'importe quoi, retournez sur l'onglet mes abonnements où là, vous avez les moyens de contrôler beaucoup plus les contenus qui viennent jusqu'à vous. Donc, il y a cette réalité également, hein. Exactement. Puis en plus, dans l'édition, il y a des possibilités de contrôler qui réagit à vos commentaires. Vous pouvez tout simplement, à défaut de pouvoir bloquer maintenant, vous pouvez masquer les gens qui viennent polluer les discussions. Il y a des outils, heureusement, il y a des outils qui sont là, sauf que effectivement, les gens qui se branchaient là-dessus uniquement pour regarder, là, évidemment, eux, ils peinent pour la cause. Puis l'autre côté, puis après, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ton podcast cette semaine, mais de l'autre côté aussi, il y a quand même ce test qu'on est en train de faire dans les Philippines et en Nouvelle-Zélande où on veut faire payer $1 pour les nouveaux abonnés qui veulent commenter. Ça aussi, c'est pas rien. Oui, pour éviter les bots, précisément, les faux profils, parce que c'est vrai que $1 par an, c'est rien du tout, mais si c'est sur des fermatrolls avec des milliers, des dizaines de milliers de comptes, ça peut représenter une barrière financière à l'entrée. Est-ce que ça peut limiter les dégâts? Ils ont dû un peu faire leurs calculs, peut-être, on verra bien. Et mais ce qui est embêtant, Jérôme, c'est que la dernière étude là, qui est sortie sur le genre qui disait que 75% des comptes avec une badge bleue diffuse la désinformation. Oui, absolument. Imagine, là. Non, mais c'est un phénomène inquiétant. Après, l'étude, elle est un peu sujette à caution, hein. Apparemment, elle est un peu critiquée ici en France parce que. Ramène ça à 50 si tu veux. Ouais. Bon, ok. C'est quand allez, même, je te le fais à 50. Ça marche. Je te le fais à 50. Bon, je te lis ça demain. Ça reste quand même important, c'est certain. Mais bon, Musk, ça, vraiment, c'est fascinant. Moi, je suis en train de lire la biographie, par Walter Isaacson. J'imagine que toi aussi. Et, ça apprend plein de choses aussi sur le caractère du personnage, quoi. Ce mec qui vient d'un pays où tout se réglait à coups de poing, il a été harcelé. Ouais, mais t'as quand même découvert que c'est à Montréal qu'il a appris que la vie, et que les humains qu'il a été quand même civilisé. bons. Oui. Moi, j'ai adoré ça. Je me souvenais pas. Je savais qu'il était arrivé au Canada, mais je savais pas qu'il était arrivé à Montréal. Et c'est vraiment à Montréal qu'il a pris le contact avec la vie. Mais c'est normal, c'est tellement agréable, Montréal. Franchement, c'est la civilisation par rapport à chez nous. Hein, les gens sont gentils. Et de peu importe où vous arrivez calme. dans le monde. Mais écoutez bien Jérôme et Elon Musk. C'est un havre de paix. J'adore. Bon. Écoute, sur ces grandes vérités, on n'est pas du tout dans la désinformation. Jérôme, de quoi tu parles cette semaine dans ton podcast? Alors cette semaine, je parle de clonage vocal. Tu sais, les possibilités d'imiter, de refaire les voix. Je trouve ça fascinant. Je suis allé interviewer un chercheur de l'IRCAM, qui est un grand centre de recherche à Paris. Et puis, je parle aussi de vidéos intelligentes à la maison avec les nouvelles caméras Ring. Et je parle de brevets dans l'innovation technologique, notamment chez l'opérateur Orange. Et toi, de quoi parles-tu cette semaine? Écoute, discussion avec l'innovateur en chef du Québec parce qu'il y a une grande consultation. Tu sais qu'au Québec, mais c'est vrai chez vous aussi, mais il y a une loi là qui est en train de se travailler pour encadrer l'intelligence artificielle. Là, il y a une grande consultation publique et il y a Luc Sirois, donc l'innovateur en chef, avec qui je discute de cette consultation qui se fait la semaine prochaine. Innovateur en chef, j'adore ce titre. C'est génial. Oui. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas ça, oui, vous. Je suis le chef des innovateurs. Exactement. Et il traverse le Québec pour parler, pour prêcher la bonne parole. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme boulot. Sinon, je parle avec des gens de la SODEC, qui sont des gens qui carburent à financer le développement de la culture. Là, ils ont un nouveau programme pour les producteurs de numérique. Alors, on essaie d'en voir un peu plus clair, oui. Et puis sinon, je parle de CCTT. Ça, essentiellement, qu'est-ce que c'est que ça? Au Québec, là, on a les universités pour les grandes études. Et puis, entre l'école secondaire et l'université, il y a les cégeps. Et à l'intérieur des cégeps, il y a beaucoup de corps de métiers où on fait de la recherche, notamment dans l'informatique. Et là, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de se positionner comme étant des interlocuteurs aux entreprises qui cherchent des labs, des endroits où faire de la recherche et prendre de ces étudiants-là et de les amener chez eux. Alors, je parle avec des gens de CCTT qui là, finalement, ont décidé de livrer le secret, parce que ça fait des années qu'ils existent, mais ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur boulot. Puis là, et grâce à toi, enfin, maintenant, tout le monde va savoir qu'ils sont là et ce qu'ils font. Je fais ma part. Hey, Jérôme, super. Je te laisse poursuivre avec tes auditeurs, puis moi, je poursuis avec les miens, puis je te dis à la semaine prochaine. Absolument. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye.
Pierre Tocci, bonjour. Bonjour Bruno. Pierre, cette semaine, chez Novipro, vous venez de publier une nouvelle édition de la Pause TI et cette fois-ci, vous parlez avec un de vos fournisseurs, HCL. Aujourd'hui, la thématique, là, c'est vraiment la sécurité, ce qu'on appelle les roustines, les patchs, etc. Là. HCL a un très bon outil, d'ailleurs, qui s'appelle BigFix. Puis la particularité, c'est de pouvoir lancer des mises à jour à travers notre écosystème, que ce soit serveur, logiciel, périphérique, laptop, PC, d'un endroit dans une console et que ça se fait automatiquement. Est-ce que c'est compliqué de faire la mise en place de ça? Évidemment, ça se fait par des experts, on s'entend, là, mais... Oui, compliqué. C'est sûr que le manufacturier va toujours nous dire non, c'est facile, là, mais en arrière, il y a tout le temps un élément de découverte, découvrir qu'est-ce qu'il y a sur notre réseau ou jusqu'où on va aller. Mais après ça, l'intérêt, c'est que lorsqu'on parle de patchage ou de routine ou de mise à jour, trop souvent, ça nous prend des experts en silo. Je connais à gauche, je connais pas à droite, etc. Mais avec une plateforme comme ça, on a vraiment une console qui est capable, après ça, de les propager selon les règles d'affaires qu'on veut. Donc, ça nous prend, des experts à comprendre la console et pourquoi on fait les trucs au lieu de comprendre la destination. Écoute, Pierre, on va aller écouter un extrait de l'épisode de Pause TI, puis on vient tout de suite après. Quel problème on peut régler avec une solution telle BigFix? Donc, si vous connaissez Patch Tuesday, qui est offert par Microsoft, ça veut dire à chaque deuxième mardi, Microsoft il annonce, mettons, des vulnérabilités qui existent sur le marché. Donc, c'est la compétition entre les entreprises et les hackers qui commence. Donc, quand Microsoft annonce qu'il y a une vulnérabilité, que nous autres, le produit, la solution BigFix, automatiquement, elle envoie un patch ou endpoint management, que ce soit un laptop ou un téléphone cellulaire, pour patcher la vulnérabilité. Quand la solution est mise en place, beaucoup d'entreprises ont besoin beaucoup de, mettons, de logiciels, de solutions ou de main-d'œuvre pour que le hack soit patché. Avec BigFix, ça se fait automatiquement. Et avec un seul produit, on n'a pas besoin plus qu'un produit pour faire le patching au endpoint. Bon, comme il l'a dit, un BigFix, c'est parfait pour la gestion de la mise à jour, mais particulièrement dans le domaine de la sécurité, parce que c'est là où c'est vraiment important d'être à jour. Oui, la sécurité. Puis aussi, en informatique, on vit le même problème que tout le monde, la pénurie de main-d'œuvre. Et la pénurie de main-d'œuvre part souvent je dirais pas le plus bas de l'échelle, mais le plus près des tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Mettre à jour quelque chose, c'est plate. Mais ça peut tellement faire la différence. Oui, mais si on peut l'automatiser, là, on permet à tout le monde de rehausser aussi leur niveau de jeu, puis apprendre de nouvelles compétences et devenir plus analyste d'affaires qu'au lieu de juste peser sur un piton puis regarder qu'est-ce qui arrive. Mais c'est intéressant de voir comment l'automatisation, dans ce contexte-là, devient important, puis qu'il y a un outil comme ça pour régler cette question-là. Oui, puis on minimise nos chances d'erreur aussi. Tout à fait. Pierre, je rappelle que si on veut entendre la plus récente édition de Pause TI, c'est assez simple. On se rend sur novipro.com et on se rend dans la section où on retrouve le blog, notamment. Et vous allez voir, il y a cette édition-ci et il y a toutes les éditions précédentes qui sont disponibles. Pierre Tocci, merci beaucoup d'avoir été présent sur mon carnet, puis je te dis à bientôt. Merci Bruno, à très bientôt aussi. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada investissent plus de 10 millions de dollars dans un banc d'essai de communication quantique à Montréal et à Sherbrooke. Ce projet est dirigé par l'organisme à but non lucratif Numana. Le banc d'essai servira de plateforme pour les entreprises et les organisations pour expérimenter des systèmes et des applications basées sur les technologies quantiques. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, mais essentiellement, si ça fonctionne bien, ça va permettre au Québec de se placé comme leader en communication quantique au pays et dans le monde d'ailleurs. Et il y a des entreprises majeures comme Bell et TELUS qui ont aidé au déploiement de l'infrastructure. Pour mettre ça en contexte, je vais accueillir André Fougère. Il est le vice-président et chef exécutif de la technologie chez Inno, le plus important centre d'expertise en optique photonique au Canada et d'ailleurs un des meilleurs centres de recherche technologique au monde. Bonjour André Fougère. Bonjour. André Fougère, qu'est-ce que c'est exactement comme annonce? En fait, ça découle d'une série de rencontres que le gouvernement du Québec a eues avec l'écosystème d'innovation et d'innovation en technologie quantique depuis quelques années. Puis l'idée, c'était de mettre à la disposition des chercheurs, mais surtout de l'industrie, un banc d'essai pour
tester les communications cryptées et de façon quantique. Donc, l'idée, c'est de mettre un banc d'essai, vraiment des équipements de communication reliés à des fibres optiques déployées sur le terrain, autrement dit, hors des laboratoires, là, et puis de tester la performance de ce type de lien-là. Et ça, c'est dans un contexte où il y a un ordinateur quantique qui a été installé à Bromont, chez IBM, et donc ça permet à des entreprises de pouvoir tester des théories, des projets sur cet ordinateur-là à distance, c'est ça? Éventuellement. Par contre, présentement, l'ordinateur quantique n'a pas nécessairement besoin d'être connecté à ce réseau de cette boucle de communication-là de Numana. En fait, ce laboratoire-là, c'est beaucoup plus des technologies de distribution de clés de chiffrement pour crypter des documents. Donc, crypter des communications. Donc, à partir de là, éventuellement, l'ordinateur quantique pourra être connecté au réseau, comme maintenant les ordinateurs sont connectés. Mais ici, on parle vraiment de communication. Donc, c'est vraiment une couche qui va se superposer éventuellement à l'Internet pour permettre de distribuer des clés de façon quantique qui va permettre de chiffrer les échanges qu'on va faire par ailleurs au travers de l'Internet classique jusqu'à temps qu'un Internet quantique existe, là. Mais c'est vraiment une façon de s'assurer de la confidentialité des échanges. Puis cette sécurité-là, elle est garantie par les lois de la physique, en autant que les implémentations au niveau matériel et logiciel se rapprochent là, de ce que la physique quantique demande là, pour sécuriser les communications. Un banc d'essai en communication quantique, là, concrètement, ça peut servir à quoi? Qu'est-ce que les entreprises pourraient tester, par exemple? Bon, première chose, présentement, on n'est pas capable de distribuer des clés d'encryption quantique sur de très longues distances. Il y a des pertes dans les fibres optiques. On parle de signaux très faibles parce que on est dans la physique quantique. On est au niveau de la particule de lumière. Donc, de ce côté-là, être capable de tester des technologies à développer qui vont nous permettre d'augmenter la portée de ces réseaux-là. C'est une première chose. En plus, il y a quelques vendeurs dans le monde de systèmes de distribution de clés de chiffrement qui sont déjà commercialement accessibles. Donc, c'est tester ces différents équipements-là, voir quelles sont les limitations de ces équipements-là, valider que le niveau de sécurité est vraiment atteint avant que des banques commencent à s'intéresser à ça, avant que les compagnies d'assurance, avant que les gouvernements commencent à s'intéresser à la crypto. Je dis commencent à s'intéresser, beaucoup de ces organisations-là sont déjà intéressées, même certaines l'utilisent. Mais en gros, le banc d'essai, c'est pour tester les technologies existantes, tester les technologies en développement, aller au-delà des limitations actuelles qui sont connues, mais qui demandent de la recherche, qui demandent du développement de technologie. Puis, technologie vient avec les tests, puis ça prend un réseau pour tester ça. Vous qui connaissez ce monde-là à la grandeur de la planète, parce que vous êtes quand même un des meilleurs centres de recherche technologique dans le monde, ça positionne où le Québec par rapport aux autres pays, aux autres centres, avec cette possibilité de banc d'essai-là? Oui, je dirais que ça va être assez nouveau pour le Québec. Puis, on sera pas, on n'est peut-être pas dans les premiers parce que la Chine a déjà déployé son propre réseau similaires. Oui, c'est ça, la Chine. Il y a eu beaucoup de travaux aussi ailleurs en Europe. Aux États-Unis, on en entend moins parler, mais il y en a aussi. Donc, je dirais qu'au Canada, certainement, on va être dans les premiers à avoir un tel banc d'essai. Et puis, ça met le Québec, en fait, je dirais, à l'avant-scène ou avec les autres pays à l'avant-scène du développement de technologies de photonique quantique. Je termine sur une note. Bon, vous, ça fait un moment que vous le saviez que ça arrivait. Ça change quoi dans votre quotidien, vous? Ben, en fait, c'est vraiment quelque chose de bien. Le gouvernement du Québec a une belle vision de ce que les technologies quantiques pourraient faire, de l'importance pour le gouvernement d'investir, parce que c'est vraiment des technologies émergentes. Donc, d'investir pour aider les entreprises à s'intéresser, puis à tester, puis à développer éventuellement, le plus tôt possible d'ailleurs, les technologies nécessaires pour rester, je dirais, au niveau des communications, c'est rester à l'avant-scène pour être
capable de fournir à nos citoyens un niveau de sécurité adéquat. Mais la technologie s'en va vers ça. Il faut ne pas suivre, mais être un peu à l'avant-garde, là. C'est ce que le Québec cherche à faire. Le Canada est par ailleurs pas nécessairement en reste parce qu'eux aussi investissent au niveau des cryptos quantiques depuis quelques années. Mais dans ce cas-ci, on parle de communication via satellite. André Fougère, vice-président et chef exécutif de la technologie à l'INO. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci, M. Guglielminetti. Montréal accueillera le 2 novembre prochain, ça c'est la semaine prochaine, un forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Organisé par le Conseil de l'innovation du Québec, l'événement est gratuit et vise à stimuler le dialogue entre les experts et les citoyens sur le développement éthique de l'IA. Le forum présentera les avancées sur 6 thématiques allant de la gouvernance à l'impact sociétal de l'IA. Il y a plus de 200 experts qui ont contribué à ce projet jusqu'à maintenant. Et là, on devrait déboucher sur des recommandations qui vont aller directement au gouvernement. L'inscription, elle est ouverte et elle est en ligne. Et puis, l'avantage, c'est que le forum va se passer en grande partie en ligne. Alors, peu importe où vous êtes sur la planète, vous pourriez y participer. Pour en parler, Luc Sirois, l'innovateur en chef. Bonjour, Luc Sirois. Bonjour Bruno. Luc, un forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Pourquoi maintenant? Ben, ça me fait plaisir de pouvoir en parler avec toi parce que tu es un de nos grands maîtres qui, par tes entrevues, par tes perspectives là, d'experts, tu nous aides à comprendre l'impact de l'IA. Au printemps, tu as vu notre grand maître Yoshua Bengio un peu sonner l'alarme en disant oui, attention, là, avec l'IA générative, on va dans des terrains qui peuvent inclure des menaces, qui peuvent inclure des dangers pour les gens. Des grands dangers à long terme là, pour l'humanité, mais sans aller là, tous les dangers ou les inquiétudes par rapport à la fraude, par rapport aux mauvaises informations, la génération de mauvaises informations. Il y a un ensemble de préoccupations. Donc là, le gouvernement du Québec a mandaté le Conseil de l'innovation pour réfléchir à qu'est-ce que ça devrait être l'encadrement de l'IA, qu'est-ce qui devrait être mis comme balise. Et puis, on a réuni plein d'experts, des gens de tous les domaines de la société civile pour faire ce travail-là ensemble. On l'a fait sur 5 thématiques. Évidemment, la gouvernance, mais aussi des thématiques comme les investissements en recherche, en innovation, l'usage par l'État, le travail, comment ça va modifier, comment on peut se préparer pour les questions sur le travail, sur les impacts sur la société en démocratie, en culture, en environnement, puis comment est-ce qu'on peut être un leader, prendre notre place dans le monde. Puis ce forum-là, je m'excuse, grande histoire, ce forum-là, ça fait partie de cette grande démarche-là de réfléchir ensemble sur c'est quoi les enjeux, quelles sont les préoccupations, puis quelles sont les possibilités de choses à mettre en place. C'est quoi exactement l'objectif de cette journée-là? Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de la journée, tu vas avoir un sourire aux lèvres? C'est d'exposer aux personnes intéressées l'état des travaux, les grandes lignes de ce qui émerge comme constat et les grandes lignes des recommandations. Pour être certain d'entendre l'intelligence des gens, de voir s'il y a des angles morts, d'avoir des commentaires, réactions. Je pense que c'est ça le but. Et au bout du compte, on va pouvoir finaliser les recommandations qu'on va déposer au gouvernement à la fin de l'automne. Parce que vous auriez pu choisir de prendre le mode genre commission parlementaire, entendre des experts et vous faire une tête là-dessus. Mais là, vous avez choisi d'amener des experts sur une scène et puis après d'entendre un peu la réaction de la salle. C'est un mix. Hein. On a quand même fait appel à 300, pas loin de 300 experts qui ont donné leur opinion. Puis quand on dit des experts, tu sais, Bruno, dans ce sujet-là, il y en a pas d'experts. Il y a pas de gens qui ont une expertise sur l'encadrement de l'IA. Voilà.
Mais par exemple, mais on a des leaders de la société civile, les gens d'Élections Québec, les gens de l'Autorité des marchés financiers, les gens de la Commission d'accès à l'information, de la table des partenaires du travail, les chefs de syndicats. Tout le monde a une opinion sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez nous? Là, j'ai oublié de mentionner le monde de la culture, le monde de l'enseignement, l'éducation. Tu sais, tout le monde a une opinion ou peut imaginer qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez nous. Et donc, de quoi on devrait s'inquiéter? Puis si on mettait nos neurones en action, qu'est-ce qu'on pourrait bien imaginer pour encadrer et prendre avantage? Ben, ça, c'est l'autre côté. Fait que là, oui, il y a eu tous ces ateliers de travail-là d'experts. On s'est roulé les manches. Ils ne sont pas venus juste 15 minutes présenter, là. Au minimum, ils présenté pendant 1 heure ou 2. Puis il y a beaucoup de ces experts-là qui ont travaillé 1 journée ou 2 journées complètes sous la direction là, de plein de leaders. Fait qu'il y a eu cette phase-là. Il y a eu aussi tout un appel aux contributions publiques. Tu avais peut-être vu ça passer. J'en avais parlé. Ben oui, c'est ça, on en avait parlé, puis j'avais été étonné de la richesse, de la profondeur, de la qualité des contributions, puis le portrait d'ensemble, c'est 420 personnes là, qui ont contribué de façon écrite là, leur opinion, puis c'est malade, là, l'intelligence qui émerge de ça, le jugement critique de la société, constructif. Les gens ont un mélange de crainte, mais d'optimisme, de bonnes idées, de vues balancées. On est très... je m'attendais Bruno, un peu à avoir une réaction de gens qui ont très peur de la technologie puis qui sont assez acerbes là, dans leur façon de s'exprimer, mais pas du tout. Là. C'était beaucoup de vues critiques, mais quand même balancées. Ah ouais. Puis là, donc, il y a eu ça. Et là, oui, un forum, c'est ces experts-là qui viennent exposer, voici ce qu'on a pensé. On les réunit tous en personne, et puis on va pouvoir encore échanger et avec le public là, qui va pouvoir donner son point de vue en plus. Est-ce que ça va se passer uniquement en présentiel ou il y a des gens qui sont ailleurs qu'à Montréal qui pourraient suivre ça en ligne? C'est surtout en ligne, là. Déjà, les inscriptions ont lieu. Tu vas certainement rappeler là, comment s'inscrire, mais c'est sur place. Il y a des experts invités, mais l'espace physique est limité. Mais on a tout un aspect virtuel là, pour que les gens puissent assister à tous les panels, contribuer aux échanges, poser des questions, puis entendre des réponses, puis avoir des outils numériques pour donner leurs commentaires. Et on présume que, alors ça, c'est une autre des étapes de consultation. Là, évidemment, c'est la possibilité de faire le point sur où en sont rendus les travaux. Mais à quoi ressemble l'échéancier, si on regarde à moyen terme? Il faut que les recommandations soient déposées en décembre. Puis en fait, écoute, ça bouge tellement rapidement. C'est que là, il faut arriver à déposer les recommandations parce que il y a ChatGPT 5 qui arrive. Quelle autre surprise, quelle autre chose. Et puis ça, c'est quelque chose qui est nouveau, là. Puis, tu vois, au point de vue des recommandations, il y a tout un aspect sur la littératie, l'éducation, la formation. Ça a toujours été un sujet que tu as toujours traité, qu'on a toujours été conscient depuis des décennies, l'importance d'être à jour sur nos compétences numériques. Et puis les compétences numériques deviennent de plus en plus élaborées. Mais là, cette fois-ci, il y a comme une vitesse là qui les outils d'intelligence artificielle sont mis en marché à chaque mois, à chaque semaine. Fait que le besoin d'être mis à jour et la fréquence, la vitesse est nouvelle. Puis ça, c'est quelque chose de nouveau. Fait que, en termes des recommandations, faut les sortir vite. Mais même les recommandations elles-mêmes, elles vont devoir être agiles. Si on parle d'un cadre, le cadre va devoir réagir, être capable d'avoir l'intelligence de suivre la situation, comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Tu peux pas faire un cadre qui est barré pour des années là dans ce contexte-là. Fait que sur la question du timing, c'est important de finir, de faire un point de chute, puis ensuite de continuer, d'observer, d'avoir des bonnes idées sur comment s'adapter, comment utiliser l'intelligence artificielle pour devenir des meilleurs professionnels, un meilleur gouvernement, des meilleures entreprises, comment nos chercheurs dans le milieu académique peuvent adapter leurs travaux pour développer non seulement de l'intelligence artificielle, mais des outils pour comprendre comment
l'apprentissage profond génère des réponses, avoir de la transparence, développer la confiance, des outils pour permettre aux citoyens d'interagir avec des intelligences artificielles en connaissance de cause, etc. Fait qu'il y a tout un domaine de recherche aussi là, qui devra être agile puis développer des outils nouveaux. Ça fait beaucoup de travail encore à faire. Ben, comme nation, on a beaucoup de travail à faire. Je pense que le rôle, c'est de l'exprimer, de motiver les gens à faire puis de continuer d'avancer. On ne peut pas influencer le cours des choses si on n'est pas en avant de la parade. Tu peux pas dire tu peux pas prêcher l'importance d'avoir de l'IA qui est bien fait, des encadrements qui sont responsables, un usage qui est responsable si t'es pas parmi ceux qui développent l'IA, qui utilisent l'IA. Faut que tu sois dans les premiers pour être capable de comprendre, puis d'être un leader, puis d'être influent dans tes recommandations, pour donner l'exemple. Fait que c'est important de continuer, puis ça, c'est tout le Québec qui le fait. Est-ce que tu entrevois, toi, bientôt une loi cadre au Québec qui pourra justement encadrer l'usage de l'intelligence artificielle? Ben là-dessus, je vais vous inviter à notre journée du 2 novembre pour entendre notre perspective là-dessus, là, parce que c'est une question qui est fondamentale. C'est un grand débat. Parce qu'au Canada, c'est en train de se faire, là. Mais au Québec, ça serait intéressant de voir comment ça va jouer. Oui. Ben tiens, je vais me permettre de faire le cachotier puis de vous donner le rendez-vous le 2 novembre pour voir qu'est-ce que le groupe en pense. Parce qu'il y a tout un groupe, c'est Anne-Sophie Hulin, c'est Sophie Menta, la présidente de l'Ordre des ingénieurs, qui dirige cette réflexion-là. Je vais leur laisser le privilège d'exposer leur réflexion pour le groupe là-dessus, puis on pourra en débattre, mais la question est super importante. Puis moi, ma vue là, sur loi ou encadrement ou gouvernance et tout ça, c'est au niveau de... Je fais souvent des blagues là, en se brossant les dents le matin, là, quand on met sa brosse à dents dans sa bouche, il y a plus de réglementation sur la brosse à dents que sur l'IA, parce que les gens veulent avoir confiance. On se met du plastique dans la bouche. Est-ce que ça a été testé? C'est-tu une matière dangereuse? Donc, il y a beaucoup de domaines qui sont encadrés. Quand il peut avoir un préjudice, les citoyens, les consommateurs veulent avoir confiance. La même chose pour les émissions électromagnétiques, la même chose pour les télécommunications. On n'a même pas besoin de parler de l'aviation puis des médicaments. C'est normal que quand des technologies peuvent avoir un impact sur les humains, il y a de la réglementation, puis le monde est habitué, en fait, le monde compte là-dessus. Même les entreprises, les industries savent qu'elles doivent démontrer la sécurité de ce qu'elles font, l'impact de ce qu'elles font. Puis une fois qu'elles ont les autorisations, ben elles peuvent commercialiser. Fait que dans le monde de l'IA, moi, ma vision, c'est que c'est quelque chose comme ça qui va évoluer. Ça s'est passé pour toutes les nouvelles technologies importantes, là, dangereuses, et ça sera le cas là-dessus. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est vers ça qu'on doit s'en aller, en fait. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, merci beaucoup. Et puis, j'invite les gens à retrouver toute l'information concernant la grosse journée de travail du 2 novembre du Forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. C'est dans la description de l'émission. Alors, c'est sur moncarnet.com. Luc Sirois, merci beaucoup. Puis à très bientôt. Ça va être une belle journée. Merci beaucoup. Puis venez en grand nombre, on va jaser. La SODEC a lancé un nouveau programme d'aide aux producteurs d'expériences numériques. Doté d'un budget de 15 millions de dollars sur 3 ans, le programme vise à stimuler la création de propriétés intellectuelles québécoises numériques, je le mentionne. Il s'adresse aux entreprises du secteur numérique et couvre une gamme de formats, y compris la réalité virtuelle et augmentée. La SODEC espère renforcer l'autonomie créative des producteurs. Pour nous présenter ce programme, je rejoins Catherine Boucher, qui est la directrice générale livres, médias d'art, musique, événements culturels et innovation à la SODEC. Bonjour Catherine Boucher. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'objectif principal de ce nouveau programme-là? En fait, ce qui est tout nouveau là à la SODEC, c'est que c'est le programme d'aide aux producteurs d'expériences numériques. Donc, à la SODEC, je dirais depuis peut-être 4 ans, on avait fait des ouvertures à travers différents de nos programmes, plus au projet.
Donc, on avait des aides pour les producteurs d'expérience numérique. Donc, producteurs d'expérience numérique, donc c'est tout ce qui est, on va dire, grossièrement, ce qui n'est pas dans les secteurs traditionnels, mais donc tout ce qui est évidemment XR, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est immersif, donc exposition immersive, ça peut être des sculptures dans les places publiques, ça peut être du mapping, ça peut c'est vraiment tout ce qui est pas juste du nouveau format là, mais ce qui a où la technologie est un peu la matière première, où il y a une expérience entre l'humain et la machine, une interaction là, puis on peut avoir des aspects qui vont jusque quand même à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on avait des ouvertures au projet. Et là, ce qu'on lance, c'est vraiment un programme qui est dédié aux producteurs d'expérience. Donc, c'est vraiment des entreprises qui, la majorité de leurs activités sont là-dedans. Donc, c'est ça qui est nouveau. On a même créé une place sur notre site maintenant qui s'appelle Numérique, là, où les producteurs d'expérience numérique peuvent aller et avoir les différents programmes qui leur sont offerts. Ce programme-là qui est dédié, mais aussi on a d'autres aides, là, que ce soit l'aide aux événements culturels, un crédit d'impôt qui est lié à ça, tout ce qui est nos aides aux projets à l'exportation. Donc, ils peuvent maintenant, ils avaient déjà accès à ça, mais là, je pense que le programme attirant une nouvelle clientèle, ils vont pouvoir voir à la SODEC, quand ils vont sur notre site, dans la section numérique, voir vraiment les types de programmes qu'on déploie pour eux. J'aime bien parce que vous avez nommé différents secteurs. Il y en a un que j'ai pas entendu. Tout ce qui est podcast, balado, est-ce que ça rentre dans ce programme-là? Non, c'est une très bonne question. Le programme vise la mise en valeur des producteurs d'expérience numérique, surtout leur partie, la prise de risque est liée à la création de propriété intellectuelle. Puis là-dedans, on a exclu certaines choses. Comme je dis, c'est pas juste les nouveaux formats, mais effectivement, la balado ne se retrouve pas dans ce programme-là. Puis c'est pas parce que on pense pas que la balado est pertinente, c'est pas parce qu'on pense que la balado est pas un secteur en croissance à l'heure actuelle, c'est qu'on pense que le programme après consultation, on pense que ce programme-là est pas bien adapté pour eux. Donc on a voulu créer un programme bien qu'on embrasse une diversité de modèles d'affaires puis de façons de faire. On pense que le modèle d'affaires des balados, c'est autre chose. Donc, on débute des consultations avec le secteur de la balado spécifique à partir, je pense, de la semaine prochaine ou même dès cette semaine, là. Je pense qu'on en a une vendredi cette semaine, puis on en a d'autres la semaine prochaine. Donc, c'est pas, je pense que ce programme-là est pas adapté à leur situation, mais on veut mieux comprendre le secteur de la balado. Puis c'est assez, tu sais, en balado, c'est comme un peu, à la SODEC, on va aider le documentaire, on va aider du spectacle de musique, on va aider du spectacle d'humour, on va aider de la série télé, mais on n'aidera pas de la variété télé, on n'aidera pas du magazine. Mm-hmm. Donc, il y a cette réflexion-là qui est à faire aussi. Tu sais, en balado, qu'est-ce qu'on aide? Qu'est-ce qu'on aide en balado? Est-ce qu'on aide la fiction? Est-ce qu'on aide le documentaire en balado? Est-ce que, tu sais, c'est à la fois un format, mais c'est aussi un média, là. Fait que c'est un peu... il y a le contenant et le contenu. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde, tu sais, les influenceurs peuvent se faire une balado, une émission de télé existante peut avoir sa formule balado. Donc, tu sais, il y a contrairement aux producteurs d'expérience numérique, là, où tu as, mettons, une œuvre in situ, une exposition, un casque VR avec un catalogue, ben, je pense que c'était difficile de rentrer la balado dans ce programme-là. Ce qui veut pas dire que la SODEC, le ministère, on a mis ça complètement de côté. Je pense qu'il faut voir quelle est la meilleure façon. Ben, quel est le besoin du secteur? C'est quoi leur besoin là, en ce moment? C'est-tu un besoin le contenu est là, c'est actif, c'est en croissance, mais qu'est-ce qui les aiderait vraiment à se développer? Je reviens à votre programme. Est-ce qu'il y a un type de projet, un type de plateforme ou de format d'œuvre qui va être priorisé dans les demandes? Ben, en fait, ce qui est important de voir, là, c'est que dans le programme, tu sais, où on va aider à stimuler les investissements des entreprises en propriété intellectuelle, à
favoriser la diffusion, la monétisation des contenus. C'est une stratégie d'affaires, le programme. Donc, c'est vraiment une aide corporative pour l'entreprise. Sa vision d'affaires, c'est ça qu'on va vouloir voir. Donc, on n'est pas œuvre par œuvre. Parce qu'on veut justement, ce secteur-là, l'aide publique est beaucoup œuvre par œuvre. Tu fais tel projet, tout ça, mais là, on veut vraiment venir consolider le secteur puis les aider pour une vision d'affaires. Fait qu'ils vont pouvoir venir avec une série, ils pourraient être en phase de prototypage, ils pourraient être en phase de commercialisation, puis ou ça peut être un mélange, ils peuvent nous venir avec plusieurs projets ou quelques-uns, mais il faut que ça s'inscrive dans une vision d'affaires, de développement, où est-ce qu'ils veulent être dans l'avenir. Puis c'est une aide sur 2 ans, fait qu'ils viennent chercher une aide pour 2 ans, puis c'est une approche cohorte aussi, donc on va leur offrir peut-être en fonction des cohortes qu'on va avoir là, des aides particulières dans le cadre de nos autres programmes, parce qu'on a des programmes d'aide au développement entrepreneurial à la SODEC, puis d'aide à l'innovation, puis d'aide à l'exportation. Donc, on va pouvoir un petit peu les aider à se consolider. Mais ils viennent nous voir avec une vision d'affaires. C'est ça aussi qui distingue ce programme-là un petit peu de l'offre qui existe ailleurs. Pour revenir à votre question, là, c'est un comparatif. Donc, il y a peut-être une 20aine d'entreprises qui vont pouvoir aider maximum dans le cadre du programme. Donc, c'est les meilleurs projets. La meilleure vision d'affaires, les meilleurs. Donc, mettons que, je sais pas comment on va en recevoir, mais s'il y en a une centaine, là, il y en a 20, peut-être, qui vont ultimement se retrouver aidés dans le cadre du programme. Donc, c'est un comparatif. On les reçoit tous en même temps. Ils vont être comparés en fonction de la grille, un petit peu les critères qu'on trouve dans le programme, la grille d'analyse. Il y a un comité d'évaluation qu'on est en train de constituer avec des experts du milieu, donc entre 3 et 4 là. Donc, ils vont être là aussi. Et il y aura peut-être aussi une phase de pitch pour certains projets là aussi. Donc, c'est un comparatif. Et je mettrais ça, c'est dans nos programmes qu'on va mettre dans la catégorie assez compétitive. Est-ce que j'ai bien lu, et il y a une partie de votre préoccupation qui se passe du côté de la découvrabilité des œuvres? Oui. Tu sais, les modèles d'affaires, du côté des producteurs d'expériences numériques, les modèles d'affaires sont un petit peu éclatés. Tu sais, il y a de la billetterie, il y a de la vente dans des musées, puis c'est un peu une préoccupation qu'on a dans tous les secteurs là, pour la découvrabilité. Fait qu'on a ça dans tous nos programmes. On met tout l'accent sur un peu plus essayer de se faire connaître à travers l'offre immense qu'on a de tout secteur confondu, puis tout de partout dans le monde. Puis donc, il y a un enjeu de monétiser le contenu. Donc, de faire connaître son offre, puis découvrabilité, on est en général, là, on peut le voir très général, là, tout ce qui est enjeu de mise en marché, mais il y a la découvrabilité sur le web aussi, être trouvé sur le web, là. Fait que, donc, c'est sûr qu'on, dans notre programme, on va regarder un petit peu la partie monétisation de contenu. Puis c'est différent d'un secteur à l'autre, tu sais, l'expérience qui va être dans des musées, in situ dans une ville, ou qui va se retrouver en VR, ou peut-être aussi des fois des expériences qui peuvent être un mélange mobile aussi, là. C'est pas toujours évident. Mais ça, c'est maintenant, là, tout ce qui est découvrabilité, on le retrouve dans tous nos programmes. Puis on a un travail qui se fait dans différents secteurs pour avoir des normes de découvrabilité, des protocoles qui vont devoir être faits. Puis dans ce secteur-là, c'est sûr qu'il y a des enjeux de conservation, il y a des enjeux pour la pérennité, parce qu'on est dans le monde du numérique, mais il faut que ça dure. C'est ça, pour que ça dure, là. Fait que, il y a des enjeux particuliers, là, quand on est dans un univers d'exposition ou de format qui change, puis de technologie qui change. Mais la découvrabilité, c'est ça. C'est un objectif qu'on retrouve maintenant dans tous nos projets. Catherine Boucher, en terminant, qu'est-ce qui je sais que vous n'êtes pas la seule à juger, là, il y a toute une équipe qui va regarder les dossiers, mais pour vous, qu'est-ce qui est important de retrouver dans un bon dossier? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se démarque pour un producteur, pour un programme comme celui-là? Ça va être certainement la vision d'affaires, parce que ces entreprises-là sont des entreprises qui sont à la fois
des entreprises qui travaillent sur du contenu original, tu sais, de la propriété intellectuelle, mais du service aussi. Donc, on va vouloir vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en valeur dans tout ce qui est la prise de risque autour de créer des œuvres originales dont je vais devoir m'occuper, de la mise en marché, de la découvrabilité moi-même comme entreprise. Donc, tu sais, c'est pas je vais faire du service pour une autre entreprise qui, elle, va faire. Donc, on va vraiment regarder cette partie-là. Puis, c'est vraiment un secteur que, parce que le financement public est arrivé plus tard, c'est un secteur qui s'est développé beaucoup en propriété intellectuelle et services. Ils font les deux à la fois, puis des fois, ils sont spécialistes d'un secteur, ils travaillent ensemble aussi, mais c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser. Fait qu'un bon dossier, c'est quelqu'un qui nous convainc, qui va prendre du risque pour créer des productions puis du catalogue original, la propriété intellectuelle, qui va développer avec son équipe créative, puis qui va mettre en marché. C'est vraiment ça qu'on va faire. Pour se démarquer là-dessus. Je rappelle que les producteurs qui sont intéressés à déposer une demande ont jusqu'au 17 novembre, ça c'est dans moins d'un mois, et qu'entre-temps, ils peuvent trouver toute l'information et de toute façon, ils doivent passer par le site de la SODEC pour déposer leur candidature. C'est bien ça? Tout à fait, puis on les encourage vraiment, s'ils ont des questions, là, à prendre rendez-vous avec nous. On a une adresse courriel là, qui est numérique@sodec.gouv.qc.ca. Ils écrivent à cette adresse-là, ils prennent rendez-vous, puis après ça, on a un rendez-vous en Zoom, en tout cas téléphonique, là, pour pouvoir discuter. C'est important de le faire, ça facilite beaucoup la demande de leur côté, puis le travail de notre côté. Catherine Boucher, je rappelle que vous êtes directrice générale, livres, métiers d'art, musique, événements culturels et innovation à la SODEC. Et pour trouver le lien vers la section spécifique du programme, vous avez juste à vous rendre sur la page de l'émission sur moncarnet.com et vous allez retrouver, il y a un lien qui est là pour vous rendre directement pour avoir de l'information sur ce programme d'aide aux producteurs d'expériences numériques. Catherine Boucher, merci beaucoup pour votre temps. Ça m'a fait plaisir, merci. Alors là, mon prochain invité, il fait partie de ces secrets bien gardés du Québec. Ça vous dit quelque chose, le réseau des CCTT? Récemment, en entrevue, vous avez peut-être entendu Luc Sirois, l'innovateur en chef, qui mentionnait justement dans une des entrevues qu'on a faites récemment dans l'événement All-In, les centres d'expertise qu'on retrouve un peu partout au Québec. Et alors, quand on pense souvent au milieu universitaire, lorsque vient le temps d'aller chercher des étudiants pour faire de la recherche ou profiter de leurs connaissances de pointe, là, il faut rajouter à ça l'équivalent qui existe également dans le monde collégial. Le réseau des CCTT au Québec, c'est 59 centres d'expertise. Et pour nous en parler, on rejoint à l'instant Étienne Dansereau. Il est le coordonnateur du programme Mon Succès Numérique. Bonjour, Étienne Dansereau. Bonjour, Bruno. Étienne, j'aimerais ça vous entendre le dire. Qu'est-ce que c'est un CCTT? Un CCTT, on va partir sur l'acronyme qui est un centre collégial de transfert technologique. C'est un centre d'innovation, un centre de recherche appliquée principalement. La grosse distinction, c'est que la plupart des projets de recherche qui sont réalisés dans les CCTT sont destinés à l'industrie, donc on a toujours un partenaire industriel, une entreprise qui est attachée à ce projet-là. Donc, on vise à réaliser ou à régler un besoin ou un enjeu concret de l'entreprise, que ce soit une PME, une start-up ou une grande entreprise. Donc, ça peut être un peu n'importe quel type d'organisation comme ça. Puis si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes très présent dans le numérique, particulièrement dans la transformation numérique des entreprises. Absolument, absolument. En fait, le réseau des CCTT compte 59 centres de recherche différents. Ils sont tous un peu partout à travers la province. En fond, sont présents sur tout le territoire. Et puis, dans les dernières années, on a beaucoup travaillé à créer différentes escouades qui vont répondre à des enjeux stratégiques du Québec. L'enjeu de la transformation numérique, on en parle depuis des années. C'est très d'actualité. Donc, on a réuni un groupe de 14 CCTT qui ont des expertises dans différents types de technologies numériques et qui peuvent mettre à la disposition les experts de leur centre pour aider les entreprises dans la réalisation de projets de transformation numérique. Bon, soyons concrets. Quel genre d'aide technique un CCTT peut amener?
C'est très vaste le type d'aide technique qu'ils peuvent amener. Alors, 2-3 exemples. En 2-3 exemples, ben, tu sais, Ouais. je vais dire, le premier point qu'on va amener beaucoup, c'est de l'expertise neutre. Donc, à n'importe quel moment, nos experts ne sont pas là pour vendre une technologie, mais bien pour aider les entreprises à voir clair à travers les différentes technologies qui existent. Fait que, c'est pas une offre de service directement, mais c'est quand même une expertise très particulière qui est importante pour les entreprises d'avoir. Après, ça peut être de les aider à construire des cahiers de charges pour des solutions qu'ils veulent implanter. Ça peut être de les aider à sélectionner la technologie, faire une étude de faisabilité, à savoir est-ce que cette technologie-là va être capable de réaliser la tâche que je veux lui faire faire avec le niveau de performance dont je m'attends et à un coût qui va avoir un retour sur investissement acceptable pour mon entreprise. Ça peut être de faire du prototypage ou des démonstrations avec les parcs d'équipement qu'on a. Donc, ça peut aller très loin dans le type d'intervention qu'un CCTT va pouvoir offrir à une entreprise dans son projet. Je reviens sur le mot que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a surpris. Vous parlez d'une escouade. Puis vous en avez une dans le numérique? Oui, exactement. Dans le fond, quand on parle de notre programme Mon succès numérique qui aide les entreprises dans leur projet de transformation numérique, l'accompagnement se fait vraiment via l'escouade numérique qui est formée de 14 différents CCTT, mais qui ont tous une expertise unique et différente dans un type de technologie ou un secteur de technologie spécifique. Mais là, rassurez-moi, c'est pas un gros camion blanc qui arrive avec 6 personnes qui sortent habillées en noir pour régler le problème de l'entreprise? Pas tout à fait, mais presque. C'est vraiment quand même des équipes tactiques qui arrivent dans les entreprises puis qui vont justement faire une analyse, tu sais, que ça aide de la cybersécurité à des technologies de gestion numérique dont on entend un peu plus parler régulièrement, des ERP, CRM, que ça soit de la robotique, des systèmes de vision, de l'automatisation complète de différentes machines. Ça peut vraiment couvrir plein de types d'expertise différentes. Puis ils vont vraiment arriver au sein de l'entreprise pour analyser quelle est la problématique. Cette problématique-là évolue dans quel type d'environnement, tant technologique que physique, puis comment on va résoudre cette problématique-là. Wow. Puis là, vous avez mentionné, je vais revenir là-dessus, le programme Mon succès numérique. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce programme-là? En fait, c'est un programme qui va faciliter l'accès à l'expertise. Dans un premier lieu, au réseau des CCTT, on a une équipe de conseillers qui est là pour rencontrer les entreprises, puis faire une première analyse de quel est leur besoin, quel est l'enjeu qu'ils souhaitent résoudre. Et après, nous, on va identifier les bons intervenants dans l'escouade numérique pour réaliser le projet avec eux. Puis à ce moment-là, là, il y a une aide financière qui vient, on va dire, subventionner une portion des mandats qui vont être réalisés avec les CCTT. Principalement, c'est des banques d'heures. Donc, c'est vraiment des nombres d'heures d'accompagnement. On a 2 volets de banques d'heures. Une première banque d'heures d'une centaine d'heures, une deuxième de 300 heures. Ils ont des paliers de financement différents. Donc, on couvre un financement de entre 75 et 50 des honoraires de nos experts pour aider justement les entreprises à réaliser les projets. Puis, à ce moment-là, l'entreprise va tout simplement souscrire à cette banque d'heures-là avec le CCTT. Puis après ça, elle va pouvoir réaliser le projet directement avec le CCTT. Nous, on avait vraiment réfléchi ce programme-là pour qu'il soit quand même rapide et agile, un peu comme la plupart des PME. Là. En réalité, au réseau des CCTT, c'est pas étranger au tissu économique du Québec. Là. 70 de notre clientèle, c'est de la PME. C'est vraiment ça que j'allais dire, vous êtes très collé sur l'entreprise. Là. Très collé sur l'entreprise, effectivement. Donc, ça faisait beaucoup de sens qu'on construise un programme aussi qui va répondre à leurs besoins. Donc, du moment où le client a rencontré le CCTT, qui se sont entendus sur la portée d'un projet, commencé à structurer une offre de service, lorsque le projet est déposé au programme Mon succès numérique, l'approbation se fait à l'intérieur de 48 heures. Après ça, les 2 parties sont libres de commencer le projet quand ils veulent. Fait que ça a été vraiment construit pour cette vision-là d'accès rapide, d'approbation rapide. Le client, lui, n'a pas à faire des demandes de remboursement par la suite. Tout est déjà déduit de la subvention, donc c'est très, très, très efficace pour eux.
Est-ce que, parce que là, vous m'avez donné un paquet d'exemples, mais je serais curieux, est-ce qu'on peut prendre le cas d'une entreprise, vous n'avez pas besoin de la nommer, puis arrangez-vous pour qu'on ne la reconnaisse pas. Oui. Mais, donc, le cas d'une entreprise où le CCTT intervient, que votre escouade là, arrive, à quoi ça peut ressembler comme expérience? Oui, ben je peux te donner peut-être deux exemples un peu différents qui vont quand même donner c'est des cas classiques qu'on va retrouver dans beaucoup de PME, mais ça va toucher deux secteurs complètement différents de type de technologie. Mais par exemple, une entreprise dans le domaine de la transformation métallique, qui fabrique des pièces en acier de structure, par exemple. Je sais pas si vous avez essayé de recruter un soudeur dans les derniers mois, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire. Bonne Donc, chance. très grosse problématique de leur côté, justement, à embaucher des soudeurs. Et puis, ils ont contacté le CRVI, qui est notre centre en robotique, vision et intelligence artificielle. Et puis, ils ont fait une étude de faisabilité technico-économique avec le CRVI, à savoir, je veux installer une cellule de soudure robotisée avancée. Est-ce que c'est faisable? Donc, voici le type de soudure typiquement que je dois faire. Est-ce que le robot est capable de réaliser ce type de soudure-là avec le niveau de qualité auquel je m'attends? Et premièrement, quel est le retour sur investissement de l'acquisition de cette cellule-là? Est-ce que je vais être capable de rentabiliser mon investissement, qui est quand même le nerf de la guerre là, pour les PME qui doivent faire quand même des investissements majeurs pour moderniser leur parc d'équipement. Donc, c'est un peu le genre de projet qui peut être réalisé dans ce cas-là. Non, il y a eu quelques années, puis encore à ce jour, c'est la même réalité, mais le syndrome de l'ERP où la plupart des entreprises qui ont décidé de se lancer dans l'implantation de ce type de solution-là se sont retrouvées avec des monstres qui ne fonctionnaient pas, qui étaient très, très, très difficiles à implanter. Souvent, la très grosse problématique vient au travail en amont de l'installation, de l'implantation de la solution comme telle, qui n'était peut-être pas assez approfondi. Fait que c'est beaucoup le travail qu'on va faire. Nous, on ne va pas implanter la solution pour le client. On va travailler avec des intégrateurs privés qui vont faire le travail, mais nous, on va préparer le terrain à faire cette implantation-là. Puis c'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre dans ce type de projet-là. Donc, tout ce qui est, ça peut être construire le cahier de charge qu'on va remettre aux soumissionneurs pour l'implantation. Ça peut être de les aider à identifier des fournisseurs potentiels, choisir la solution. Fait qu'il existe plein d'ERP différents, mais lequel va être le meilleur pour le type de tâche que je veux vouloir réaliser. Après, ça peut être d'organiser des démos avec les fournisseurs pour s'assurer que le fournisseur comprend comment il doit implanter la solution pour s'adresser à ma problématique ou aux différentes tâches que je vais vouloir réaliser. Ça peut être de revoir les soumissions avec eux. Ça peut être les aider à faire un peu de formation en amont de l'implantation pour préparer les ressources à l'interne. Donc, ça peut être quand même large comme type d'intervention pour ce type de projet-là spécifiquement. Mais là, Étienne, je vous écoute, puis je me dis, je présume que les entreprises qui font appel à cette expertise-là, à votre escouade numérique, par exemple, de leur côté, ils doivent faire leur devoir avant. C'est sûr qu'ils doivent faire le devoir. On parle beaucoup et on martèle beaucoup sur le clou de la planification stratégique. Donc, tu sais, pour un entrepreneur qui a du succès dans le lancement de son projet, c'est sûr que ça doit venir avec une réflexion autour de ce projet-là. Donc, en général, on essaie de comprendre, ça s'inscrit dans quel plan stratégique, est-ce que ça va le servir dans sa croissance, est-ce que ça va être un levier et non pas un fardeau de plus qu'on va amener dans l'entreprise. Donc, on va s'assurer que tout ça a été bien construit, mais on est forcé d'admettre que dans la plupart des cas, la majorité des entrepreneurs qui nous contactent, ils ont quand même une vision claire de où ils s'en vont. Ils sont capables d'énoncer l'enjeu, la problématique, mais des fois, c'est peut-être plus au niveau de la solution qui connaissent pas exactement. Puis c'est vraiment là où est-ce qu'on peut intervenir de façon structurée, rapide pour eux, là, pour en fait éclairer le passage puis leur faire découvrir la solution. Vous avez touché dans certaines de vos réponses la collaboration avec le CCTT, mais comment ça se déroule la collaboration si on le prend du début jusqu'à la fin? Est-ce que on travaille avec le même monde? Est-ce que c'est des différentes équipes? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont toucher, qui vont collaborer? Comment ça se passe pour la durée du projet? En général, le client va faire
soit une première rencontre avec le conseiller qui est attribué à sa région spécifiquement. Donc, notre équipe de conseillers est divisée à travers la province. Donc, on a des gens qui travaillent un peu partout dans toutes les régions administratives du Québec. Fait que soit il va avoir contacté son conseiller ou des fois, ça peut arriver que le client contacte un CCTT directement. Fait que c'est un peu les deux couloirs que peuvent prendre l'arrivée d'un prospect comme ça. Donc, rencontre avec le conseiller ou avec le CCTT. S'il rencontre le conseiller, on va faire une première analyse, une visite ou une rencontre en virtuel pour essayer de comprendre les enjeux de l'entreprise, puis de se faire une tête sur quel CCTT va être capable d'accompagner l'entreprise. Puis le plus rapidement possible dans le processus, on va les mettre en lien avec le bon CCTT pour les enjeux soulevés. L'idée, c'est qu'ils parlent directement avec des experts. Notre équipe, on est tous des généralistes, on comprend toutes ces technologies-là, mais c'est pas moi qui va aller analyser la productivité du robot ou choisir le ERP. On est beaucoup plus experts en accompagnement d'entreprise, en stratégie d'entreprise. Donc, c'est vraiment notre domaine. Après, ils vont travailler avec les experts des CCTT. En général, ça va dépendre du nombre d'enjeux qu'ils vont avoir soulevés. Puis si c'est une entreprise qui a quand même plusieurs projets. Si on a soulevé un enjeu, ils vont travailler avec le même CCTT sur le projet. S'il y a 2 étapes, ça se peut qu'ils fassent 2 banques d'heures pour poursuivre, aller plus loin dans le processus. Si le client nous a soulevé plusieurs enjeux, il pourrait travailler avec 3 CCTT différents pour des enjeux complètement différents. Fait qu'on a déjà vu une entreprise qui travaille avec un CCTT pour la robotique, mais il y avait aussi des enjeux au niveau de la cybersécurité, la conformité à la loi 25. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Il a travaillé aussi avec Cyber-Québec pour ce volet-là. Fait qu'il va vraiment avoir 2 accompagnements, mais sous des enjeux complètement différents. Alors, pour un entrepreneur qui est à l'écoute, qui a été intéressé à découvrir ce que vous pourriez lui amener, c'est quoi la première porte, la première étape à faire pour entrer en contact avec vous autres? Le plus facile, c'est d'aller directement sur notre site monsuccèsnumérique.ca. Directement là, il y a un formulaire, ça va envoyer directement la demande au bon conseiller dans l'équipe. Donc, selon la région de l'entrepreneur, la demande va être acheminée directement à son conseiller. Sinon, les coordonnées de tous les conseillers sont sur le site web aussi. Ils peuvent nous écrire un email directement ou nous écrire à monsuccèsnumérique@réseau-cctt.ca. Puis, on va pouvoir prendre en charge la demande. Donc, à ce moment-là, ils vont recevoir un retour de courriel de notre part pour une première rencontre. Étienne Dansereau, vous êtes coordonnateur du programme Mon Succès Numérique pour le réseau CCTT. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Au tour maintenant de mes collaborateurs et on commence avec Catherine Dupont-Gagnon. Pour clore ce mois de la sensibilisation à la cybersécurité, il y a ma collègue Catherine qui nous propose sa réflexion sur la désinformation en ligne, qui est une autre source de cyberrisque. La désinformation en ligne est un enjeu majeur en cybersécurité. C'est pas juste moi qui le dis. Le World Economic Forum décrit les enjeux de désinformation comme l'un des plus grands défis en cybersécurité pour les années à venir. Un sentiment qui est répété par bien des experts de l'industrie aussi. D'ailleurs, on sait que la désinformation médicale, elle coûte environ 9 milliards de dollars en frais de santé qui auraient pu être prévenus, que la désinformation financière coûte cher aussi. On pense entre autres à une entreprise dernièrement qui était victime d'un faux communiqué de presse catastrophique qui aurait fait chuter de 20% les actions pour une perte de 17 milliards de dollars. Et on compte pas non plus les millions de dollars qui disparaissent chaque année pour les nombreux Canadiens victimes de fraude d'investissement. On sait également que la plupart des plateformes de réseaux sociaux dépensent énormément chaque année pour combattre cette désinformation et que près de 400 millions de dollars est dépensé chaque année sur la désinformation géopolitique. On parle ici de dollars en dépenses publicitaires pour prévenir, donc combattre le phénomène. Les conséquences, elles, économiques, sociales et démographiques, c'est pratiquement incalculable. Mais pourquoi je vous parle de désinformation aujourd'hui? Eh bien, parce que les usines à contenu sont très actives avec ce qui se passe au niveau géopolitique. Vous l'avez peut-être remarqué, ou pas, mais vos fils de nouvelles sont présentement cibles d'impressionnantes attaques de désinformation.
Nouvelles choquantes, images et vidéos traumatisantes. En temps de conflit, tout se passe très vite. Il y a confusion sur le terrain et beaucoup d'anxiété, de colère et de peine. Ça nous rend tous un peu plus faciles à manipuler. C'est particulièrement important dans un contexte comme celui-ci, donc de prendre un peu de recul pour s'outiller efficacement et s'assurer d'avoir une bonne hygiène médiatique. Prenez le temps également d'activer vos filtres de contenu et de désactiver la lecture automatique. Ça, c'est pour protéger votre santé mentale et c'est important. Lorsqu'une situation évolue rapidement, il est possible que les contenus partagés soient faux. On parle ici de faux rapports de scènes d'horreur visant à déshumaniser l'autre, de vidéos de bombes qui datent en fait de plusieurs années, des bambins en pleurs couverts de poussière et de débris dont les images proviennent en fait d'une toute autre location. Et je couvre même pas ici ce qu'on voit passer, ce qui est en fait créé de toutes pièces avec des outils d'intelligence artificielle. Bref, même les pros d'information ont parfois de la difficulté à s'y retrouver entre les discours officiels, les campagnes d'astroturfing et les narratifs fabriqués. Comment est-ce qu'on peut alors, comme simple citoyen, s'y retrouver, sachant que notre temps est limité et qu'on n'est pas nécessairement des experts dans le domaine? C'est là où je recommande généralement d'apprendre à reconnaître les signes d'une fausse nouvelle. Généralement, donc on regarde un titre ou une image sur les réseaux sociaux, puis qu'on remarque un titre sensationnaliste qui joue sur les émotions, un langage incendiaire, pas de source nécessairement vérifiable, même si des centaines de comptes Twitter au crochet bleu partagent cette nouvelle, il faut généralement se méfier. C'est pas parce qu'on répète un mensonge des milliers de fois que ça devient la vérité. Il y a plusieurs experts également qui se spécialisent dans l'authentification de contenu. Je pense entre autres à Bellingcat ou encore à Ocean Techniques sur Twitter. Par contre, se fier à des experts, c'est pas nécessairement assez aussi. Surtout qu'on observe présentement une explosion de faux chercheurs en OSINT qui prétendent analyser les contenus pour les valider alors qu'ils sont eux-mêmes payés pour répandre de la désinformation. Ah, au passage, OSINT, ça réfère à Open Source Intelligence, donc la recherche et l'analyse de données qui sont accessibles au public, par exemple des images sur les réseaux sociaux. Bref, soyez prudents, restez vigilants et favorisez les analyses qui offrent une vision rétrospective, bien vérifiée, plutôt que les breaking news potentiellement trafiquées. Thierry Weber nous apprend que des robots conversationnels vont maintenant donner un coup de main aux voyageurs qui veulent visiter la Suisse. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Innovation en Suisse, Jura, Trois-Lacs, Alpes vaudoises et Montreux-Vevey Tourisme passe à l'intelligence artificielle avec ChatGPT. EDSI Tech fournit à ces trois régions touristiques les premiers chatbots de conseils basés sur la technologie ChatGPT. Quelques mots sur EDSI Tech. C'est une entreprise innovante spécialisée dans le développement de logiciels, récemment acquise par General Media SA. EDSI Tech est devenu un acteur central du secteur du tourisme grâce à son système d'information touristique MyCity, utilisé d'ailleurs par de nombreuses régions de Suisse romande. EDSI Tech fait passer la planification de voyage à la vitesse de la lumière en proposant les premiers chatbots touristiques de Suisse basés sur la technologie d'OpenAI. L'entreprise leader dans le domaine de l'innovation technologique a ainsi conçu le guide J3L, lancé par l'association Jura Trois-Lacs, et l'assistant Alpes vaudoises, opéré par Alpes vaudoises et Fred IA, déployé par Montreux-Vevey Tourisme. Ces trois outils révolutionnaires, conçus pour aider les touristes à découvrir et à naviguer dans la beauté des destinations de ces régions, représentent une première en Suisse. Le guide J3L, l'assistant Alpes vaudoises et Fred IA sont chacun capables de fournir des informations touristiques détaillées, d'organiser des escapades sur mesure et de recommander des itinéraires, de répondre aux questions fréquemment posées. Le tout en plusieurs langues, 24 heures sur 24 et bien sûr 7 jours sur 7. Les compétences de EDSI Tech, une start-up récemment acquise par General Media SA, ont permis de transformer une vision ambitieuse en réalité. En combinant la technologie avec la profonde connaissance des lieux déployés par Jura Trois-Lacs, Alpes vaudoises et Montreux-Riviera, les trois assistants sont nés, devenant des outils essentiels pour quiconque cherche à explorer ces régions. Ces chatbots basés sur l'intelligence artificielle marquent une nouvelle étape dans l'enrichissement de
l'expérience touristique. Ils permettent aux voyageurs des 4 coins du globe de trouver en un clin d'œil des réponses à leurs questions au sujet de ces régions. Un atout remarquable des chatbots J3L, Alp Vaudoise et Fredia, est leur capacité multilingue cruciale pour conseiller les voyageurs du monde entier. Cette fonctionnalité est particulièrement pertinente pour la Suisse et ses 4 langues officielles, précise Olivier Di Natale, directeur de SI Tech. Alpes Vaudoise, Jura et Trois-Lacs et Montreux-Riviera montrent ainsi leur capacité à repousser les frontières de l'expérience touristique, essentielle pour répondre aux attentes des visiteurs. Ces chatbots touristiques témoignent de la détermination à innover constamment afin de placer ces 3 régions sur la carte en tant que leader dans l'industrie touristique. Reste que maintenant, cela ne vous dispense pas à vous rendre dans ces belles régions pour vivre physiquement l'expérience touristique qu'offre mon beau pays, et cela même s'il vous est également déjà possible de visiter à distance plusieurs lieux grâce à votre connexion Internet ou une paire de lunettes de réalité virtuelle. Allez, explorez bien, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Stéphane Ricoul revient sur l'importance de la gestion du changement dans un projet de transformation numérique. Le 17 octobre dernier avait lieu la JIC, la Journée de l'informatique du Québec, organisée par le réseau Action TI et qui offre aux professionnels du milieu des TI d'échanger des connaissances, mais surtout de prendre le pouls de l'industrie. J'y étais, bien entendu, et en termes de pouls d'industrie, il y a eu un dénominateur commun pour tous et je vous le livre ici. Je commencerai par une équation mathématique que nous a présentée Catherine Desgagnés-Belzile, vice-présidente exécutive et leader performance d'affaires et technologie de l'information chez Beneva, et qui pourrait très bien résumer mon propos ici. La force de l'humain multipliée par la puissance des technologies égale de l'énergie renouvelable. Le message qu'elle voulait passer est tout simplement que, dans le cadre d'une transformation numérique majeure et impactante, comme celle que Beneva vivait avec le rapprochement de 2 entreprises d'assurance de taille égale, le succès n'est pas un objectif mais plutôt une conséquence, issue essentiellement de 4 facteurs que sont l'agilité, permettant de focaliser sur l'essentiel, la gouvernance, agissant comme un accélérateur, les grands rendez-vous, comme elle les appelait, qui sont les jalons exprimés en langage d'affaires, et surtout la gestion du changement, qui se retrouve au cœur des préoccupations. Et quand j'évoquais dans mon introduction l'existence d'un dénominateur commun lors de cette journée, eh bien c'est celui-ci, la gestion du changement. Dans le cas d'un projet comme celui de Beneva, il faut comprendre que le domaine de l'assurance est tout de même conservateur et nécessite encore aujourd'hui un certain rattrapage en matière de transformation numérique et que pour atteindre ce genre de destination, il faut travailler très fort sur la culture, sur le droit de réviser ses choix et de revoir ses stratégies en cours de route, le tout ressemblant plus à une chaîne de montagnes à conquérir qu'à une simple montagne à gravir, comme l'aimait à présenter Madame Desgagnés-Belzile. Un avis que semblait partager Karl Malenfant, vice-président expérience numérique de la SAAQ, pour qui réaliser une transformation numérique est tout sauf un long fleuve tranquille, vous vous en doutez bien. Et d'ailleurs, c'est avec un excellent dosage d'humour et d'humilité que Monsieur Malenfant en est venu à nous expliquer le projet Ça clique, avec une vue de l'intérieur nous permettant de remettre le tout en perspective avec certains parallèles comme notamment celui vécu avec Hydro-Québec au moment de la crise du verglas, lorsque journalistes et politiques s'en sont mêlés, créant par le fait même une chambre d'écho venant résonner auprès de la population. Pour se transformer, selon M. Malenfant, il faut savoir loin, mais aussi prendre du recul. Et si une transformation numérique repose sur la modernisation, l'intégration et la révision de systèmes, dans la réalité, le succès repose sur une question de culture numérique. Chiffre à l'appui, ce serait 90% des projets de transformation numérique réussis qui auraient priorisé la culture numérique contre 15% des projets de transformation numérique réussis qui auraient négligé la culture numérique. Si les transformations numériques sont de puissants moteurs économiques, selon Karl Malenfant,
La grande difficulté réside dans l'obligation de briser les chaînes transactionnelles avec lesquelles nous sommes habitués depuis les années 80. Encore une fois, en appui à la culture numérique, la gestion du changement prend toute son importance. Et puisque je vous entends d'ici me poser la question, oui, mais pourquoi ça clique à chirer? Et pour les francophones hors Québec, chirer veut dire déraper. Eh bien, l'explication vient d'une hypothèse formulée qui s'est avérée fausse. L'hypothèse en question était que 100% des utilisateurs en ligne des services de la SAQ allaient utiliser les nouveaux services de Ça clique en ligne. Erreur. En mai 2023, il n'était que 63%. Et en septembre 2023, 67%. Un déplacement donc vers les succursales, créant un équivalent de 5 semaines de charge de travail supplémentaires et de longues files pour renouveler son permis de conduire ou son immatriculation. Autre conférence d'importance à la GIC qui a fait salle comble au point où j'ai dû m'asseoir par terre pour l'écouter, celle portant sur l'ADN de la transformation numérique de la CEPAC, présentée par Paulo Copica, directeur de l'architecture système et de l'intégration d'affaires, et par Mélanie Lagacé, responsable de, devinez quoi, la gestion du changement, car encore une fois, elle fut au cœur du projet de transformation numérique afin de positionner l'humain au cœur des réflexions et les faire monter en compétences pour finalement faire de ce projet de transformation un programme sur 4 axes, soit le client, l'employé, la performance organisationnelle et enfin l'infrastructure et sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ordre dans lequel ça a été présenté, c'est révélateur. Alors, cette gestion du changement qui faisait l'unanimité pour tous ceux qui montaient sur scène se positionne comme un facteur clé de succès des projets de transformation numérique, sinon le facteur clé de succès. Elle se prépare, elle se gère et elle se renforce. Autrement dit, vous devez y penser en amont d'un projet, durant le projet et en aval du projet. Vous devez comprendre le contexte de l'entreprise pour mieux engager les parties prenantes et ainsi célébrer les succès. Demain, vous le savez, vous allez devoir intégrer de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, à hauteur de 80% des entreprises d'ici 2026 selon Gartner, alors que nous en sommes aujourd'hui à 5%. Eh bien, selon Olivier Blais, qui était le président d'honneur de la journée et qui, à tous les jours, est cofondateur et vice-président en sciences de la décision chez Move AI, cette intelligence artificielle qui vous permet d'aller chercher plus 25% de gains de productivité et plus 40% de gains de qualité, si vous ne repensez pas vos avantages concurrentiels avant toute chose, vous ne pourrez pas vous différencier des autres. Et même si c'est particulièrement complexe, vous devez vous y pencher parce que c'est ce qui explique que 85% des solutions d'intelligence artificielle sont tablettées. Dans la réalité, le modèle d'IA, à proprement dit, c'est 10% d'une application. Le reste, c'est de la bonne intégration au sein de l'entreprise qui fait la différence et qui fait en sorte que la solution devient fonctionnelle, allant jusqu'à affirmer, et je le cite en guise de conclusion, que la vraie différence, c'est la gestion du changement et que celle-ci doit représenter 50% des coûts du projet. Le chiffre est peut-être un peu exagéré, mais il a le mérite d'avoir laissé les quelques 1500 participants à la GIC dans une réflexion qui deviendra leur facteur clé de succès au sein de leur entreprise. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités. Merci à Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber et Stéphane Ricoul d'avoir été présents cette semaine. Et puis, merci aussi à Novipro et au réseau CCTT d'avoir aidé à la production de Mon Carnet cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.